Permettez-moi de le dire avec force ce soir, nous comprenons la souffrance de ceux et de celles qui ne peuvent pas avoir d'enfants par leur union avec une personne de l'autre sexe avec qui ils ont décidé de s'aimer. Nous comprenons la souffrance des femmes homosexuelles qui aspirent à avoir un enfant et aussi celle des hommes homosexuels qui aimeraient avoir un enfant, car avoir un enfant est assurément le moyen le plus sûr d'être tiré hors de soi, d'être tiré vers un amour inconditionnel et de pouvoir espérer être aimé ainsi en retour. Mais la beauté de l'amour d'un parent pour son ou pour ses enfants ne suffit tout de même pas à justifier que l'on livre la procréation à la manipulation médicale et la filiation au bricolage que la sophistication de nos sociétés est capable d'imaginer par toute une ingénierie juridique. Voilà, nous voulons parler ce soir parce que nous sommes inquiets. Nous sommes inquiets pour notre société française et de manière plus générale d'ailleurs pour nos sociétés occidentales. Nous nous inquiétons lorsque nous constatons que nous ne savons plus faire face collectivement aux douleurs et aux limites de la condition humaine, sinon en constituant de nouveaux droits à réclamer et à exiger. Merci beaucoup et bonsoir à tous. La première réflexion que je voudrais aborder avec vous est celle de la pratique médicale. C'est étonnant que cette question me fût échue. La tradition française, contrairement à celle du monde anglo-saxon, fondée sur la dimension contractuelle, est basée sur une relation de confiance entre le médecin et le malade. Elle est établie d'ailleurs par le libre choix du médecin qui peut être remis en cause. Et nous nous apercevons peu à peu que la position soignant du médecin s'estompe pour devenir celle d'un prestataire de service. Je paye, donc j'ai droit. Jusqu'à présent, l'assistance médicale à la procréation, qu'on appelle PMA, était véritablement un soin pour pallier à l'infertilité d'un couple. Les deux indications données par la loi étaient de remédier à l'infertilité médicalement diagnostiquée et au risque de transmission de maladies à l'enfant. C'est l'article L. 2141-2, pour ceux qui sont curieux. La nouvelle loi ouvre la procréation médicalement assistée aux couples de femmes et aux femmes célibataires qui donc ne présentent pas de problèmes médicaux d'infertilité. La cause évoquée par le législateur est la discrimination. La discrimination est un argument politique, mais il n'est pas tenable juridiquement, car, comme l'a relevé le Conseil d'État le 28 septembre 2018, il y a un an donc, les couples formés, je cite, les couples formés d'un homme et d'une femme sont, au regard de la procréation, dans une situation différente de celle des couples de personnes du même sexe. En outre, à 2 reprises, le Conseil européen des droits de l'homme a refusé de condamner la France en affirmant que dans ce cas, il n'y avait pas de discrimination. Nous sommes bien devant un changement de paradigme pour lequel la médecine soignante devient une prestation au service des volontés individuelles. La médecine se met en dépendance du marché de la procréation où priment les intérêts financiers et la volonté toute-puissante des adultes pour lequel l'enfant désiré est réduit à l'état de produit. On m'a demandé aussi de vous parler de la recherche sur l'embryon humain qui va être élargie. Pourtant, la France avait ratifié la Convention d'Oviedo qui stipule, je cite, « Lorsque la recherche sur les embryons in vitro est admise par la loi, celle-ci assure une protection adéquate de l'embryon. » Et, deuxièmement, la constitution d'embryons humains aux fins de recherche est interdite. Cette fois-ci, la loi va beaucoup plus loin. Elle prévoit de créer un régime propre de recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines, distinct du régime de recherche sur l'embryon. En réalité, quand la recherche porte sur l'embryon ou sur les cellules souches embryonnaires, elle implique toujours la destruction d'un embryon, c'est-à-dire d'un être humain vivant. Le projet de loi vise aussi à autoriser la conservation de l'embryon humain in vitro jusqu'à 14 jours. La seule justification de cette disposition est simplement due à la capacité récente qu'a le monde scientifique de maintenir un embryon humain en développement in vitro jusqu'au 14e jour. Le projet de loi prévoit aussi de supprimer l'interdiction de création d'embryons transgéniques ou chimériques.
Nous voyons quand même que nous sommes dans l'ère du professeur Nimbus et des savants fous. Certes, le Japon a autorisé la création d'embryons chimériques, c'est-à-dire d'embryons constitués pour partie d'homme et d'animal. Le principe de précaution qui s'exerce aujourd'hui dans tous les domaines ne s'applique curieusement pas dans ce cas beaucoup plus grave quant aux conséquences. C'est pour le moins étonnant. Il est temps, je crois, que dans notre pays, la France, qui se targue d'être la patrie des droits de l'homme, le droit se penche sérieusement sur la qualification juridique de l'embryon humain. Je termine par cette question. Aurait-il moins de valeur que les larves de scarabée doré ou que l'œuf du rouge-gorge? L'argument central de ceux qui défendent l'ouverture de la PMA à toutes est celui de l'égalité. Cet argument est infondé en droit, pour la bonne et simple raison que les couples formés d'un homme et d'une femme sont au regard de la procréation dans une situation différente de celle des couples de personnes de même sexe, de sorte qu'une différence de traitement n'est pas contraire au principe d'égalité. C'est ce qu'a dit par exemple le Conseil d'État dans un arrêt du 28 septembre 2018 déjà cité, ainsi que le Conseil constitutionnel dans une décision du 17 mai 2013. La reproduction de l'espèce humaine étant sexuée et circonscrite dans le temps, un couple de femmes ne peut pas avoir d'enfants au même titre qu'un couple composé d'un homme et d'une femme qui n'est plus en âge de procréer. Il n'y a pas rupture d'égalité. En appeler à l'égalité est donc erroné et participe même, je dirais, d'une forme de manipulation de l'opinion publique. En revanche, entre un enfant qui pourra dire « mon papa » et celui qui ne le pourrait pas, il y aura bien une rupture d'égalité. Comment enfin soutenir sérieusement et garantir juridiquement que cette invocation du principe d'égalité ne débouchera jamais, comme cela est affirmé aujourd'hui, sur la légalisation par la République française des mères porteuses à la demande de couples ou d'hommes célibataires? Deuxième observation, l'intérêt supérieur de l'enfant nous oblige. La Convention internationale des droits de l'enfant, qui a été signée le 20 novembre 1989 et ratifiée par la France en 1990, stipule en son article 3 que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. Cela a aussi déjà été dit. Cette convention internationale s'est vue reconnaître un effet direct, tant par le Conseil d'État en 1997 que par la Cour de cassation en 2005. Elle a donc une valeur supra-législative. En d'autres termes, elle est supérieure à la loi. Cette notion d'intérêt supérieur de l'enfant, qui n'est pas bien définie en droit, vise à protéger l'enfant qui est par essence fragile et vulnérable, en faisant prévaloir son intérêt sur celui des adultes. L'article 7, paragraphe 1 de cette même Convention internationale stipule en outre que tout enfant a, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux. Il résulte donc d'une lecture combinée des articles 3 et 7 de la Convention internationale des droits de l'enfant que je viens de vous lire, qu'il est de l'intérêt d'un enfant de connaître ses parents et d'être élevé par eux, donc de connaître son père et d'être élevé par lui. L'ouverture de l'AMP aux femmes célibataires et aux couples de femmes et l'institution d'une filiation bancale fondée sur la seule volonté des adultes violent à l'évidence ces dispositions en faisant prévaloir la volonté des adultes sur l'intérêt supérieur des enfants. Mais alors, comment prendre le bon virage? Comment ne pas laisser la crainte due à l'écologie entrer en résonance avec la crainte due à la bioéthique? Il s'agit d'une attitude à acquérir, prendre collectivement soin de notre sœur, la Terre, et renoncer à nos techniques qui la saccagent. Pour construire le monde de demain, le bon virage est impossible à prendre si d'un côté, nous renoncions à nos pouvoirs technologiques malfaisants pour prendre enfin soin de la Terre, alors que d'un autre côté, nous continuons
à laisser les techniques nous abuser par leur pouvoir au point d'abîmer des humains, en particulier des plus faibles. Prenons-nous le bon virage quand l'accroissement de l'usage des techniques risque d'écorner le principe de gratuité, qui est un corollaire direct et indispensable du principe de dignité. Quelle notion de l'homme mettrons-nous en valeur si nous organisons l'achat de sperme nécessaire pour rendre la future loi effective? Prenons-nous le bon virage en menaçant d'entraver le respect dû à l'intégrité de l'espèce humaine? Cette entrave deviendrait légale en autorisant la création d'embryons chimériques produits par l'adjonction de cellules humaines dans des embryons animaux. Comment nous comprendrons-nous quand des animaux existeront avec des organes humains? Et comment réagirons-nous si des cellules humaines se développent dans le cerveau de ces animaux? Cette transgression de la distinction symbolique et réelle entre l'humain et l'animal fait légitimement peur. Mais prenons-nous le bon virage en laissant se développer un eugénisme libéral qui imprègne les mentalités et qui semble justifié puisque les techniques le permettent? Faut-il donc développer les tests à l'occasion d'un diagnostic prénatal ou d'un diagnostic préimplantatoire au point de traquer les moindres malformations génétiques en osant décréter que certaines produisent, je cite, des légumes, comme cela a été affirmé à l'Assemblée nationale? Alors que nous voulons une société inclusive, à juste titre, et que nous sommes témoins d'initiatives heureuses comme l'Arche fondée par Jean Vanier ou la Journée européenne de la trisomie 21, pourquoi élargir la chasse au handicap, laquelle facilite l'exclusion des enfants à naître qui en seraient porteurs? Prenons-nous le bon virage quand un choix politique non discuté oblige à des changements incertains et précipités sur la filiation humaine, quand ce droit établirait qu'il n'est plus vrai que la femme qui accouche soit la mère, quand celle-ci, au sein d'un couple, a un enfant grâce à la technique d'AMP avec tiers donneur. Comment comprendre l'avenir de ce monde qu'ensemble nous voulons pour demain? Une telle révolution est-elle voulue par le peuple français? Pourtant, la filiation mérite la plus grande attention, car c'est elle qui situe chacun de nous dans le monde, et c'est elle qui nous insère dans l'histoire. Grâce à la filiation, chacun de nous acquiert le sens de sa présence dans la suite des générations. Briser la certitude ancestrale selon laquelle la femme qui accouche est certainement la mère de l'enfant né n'augure pas l'enfantement d'une société juste et fraternelle. Dans les Écritures saintes, juives et chrétiennes, un propos de sagesse est encourageant. Il n'y a que le sot qui ne demande pas conseil. Recevoir le conseil de l'Esprit de Dieu. Recevoir le conseil de l'Esprit Saint. C'est lui que nous appelons selon notre foi chrétienne le Père des pauvres. Nous sommes des pauvres devant toutes ces problématiques de bioéthique. Il est le conseiller. N'avons-nous pas tous besoin de conseils de la part de l'Esprit devant ces contradictions et ces intérêts contradictoires, non pas pour trouver le juste milieu, mais pour regarder, pour contempler l'être humain dans sa vérité, dans sa grandeur, dans sa transcendance. Alors tous ensemble, nous pouvons dire « Viens, Esprit Saint, Père des pauvres, conseiller merveilleux, donne-nous la sagesse. »